Bienvenue à Paris en 1390. Alors oubliez tout de suite les petits troquets et les Champs-Élysées, ce Paris rescapé de la peste noire, il sent les ordures et les excréments. Si je vous parle de ce Paris moyenâgeux, c'est qu'au cœur de la ville, au Parlement de Paris, un procès hors norme est sur le point de s'ouvrir. Le premier procès pour sorcellerie de l'histoire de France. Ce procès, qui s'ouvre le 29 octobre 1390, c'est avant tout le procès de deux femmes, Jeanne de Brigue et sa supposée complice, Macette. Et si elles sont toutes les deux sur le banc des accusés, c'est à cause d'un homme de la bourgeoisie française, Hennequin de Ruilly. Je ne veux pas rentrer tout de suite dans les détails, mais en gros, il les accuse d'empoisonnement et de manipulation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que vous gardiez quelque chose en tête. Au Moyen-Âge, la sorcellerie ce n'est pas un gros mot. D'ailleurs, on emploie plus volontiers des termes comme guérisseuse ou devineresse, bien plus positifs. Ces femmes ont une place dans la société, elles soignent, elles conseillent, elles retrouvent des objets perdus, enfin bref, elles sont sollicitées et appréciées pour les services qu'elles peuvent rendre. Et Jeanne de Brigue rentre parfaitement dans cette définition. 2 ans avant son procès, elle vit paisiblement dans une petite bourgade à 50 km de Paris, Guérard. Jeanne est une jeune paysanne, belle, rayonnante même, et pourtant, malgré un premier enfant, elle est toujours célibataire. Ou pour être plus précis, son compagnon, le père de son enfant, refuse de la marier, et ce pour plusieurs raisons qui, si on se remet dans le contexte de l'époque, peuvent s'expliquer. D'abord, un peu comme c'est le cas pour Hennequin de Ruilly, lui aussi est un homme de la haute. Alors, épouser une paysanne, ça l'enchante moyen. Autrement dit, et sans prendre aucune pincette, Jeanne, c'est peut-être le coup d'un soir ou le grand amour, en fait, ça change pas grand-chose. Son statut social ne correspond pas à celui de l'homme qu'elle aime. D'autant plus que Jeanne, elle a ce petit truc en plus. C'est une sorcière, qui apparemment ne chevauche pas que des balais. Vous avez peut-être trouvé ce passage de mauvais goût, mais moi, ça m'a bien fait marrer en le faisant, d'autant plus que derrière cette blague, un poil cru, je vous l'accorde, il y a un fond de vérité. Pour les contemporains de Jeanne, la sorcellerie et la prostitution, c'est un peu du pareil au même. Dans les deux cas, les femmes ne dépendent pas d'un chef de famille, elles sont indépendantes économiquement. Ensuite, elles fréquentent les mêmes lieux de passage. On les retrouve principalement dans les auberges et aux abords des villes. D'autant plus que les sorcières, ou plutôt les guérisseuses, connaissent aussi les plantes qui permettent d'avorter ou même de servir de contraception. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, est un savoir-faire extrêmement précieux pour les prostituées à l'époque. Avec tout ça en tête, vous devriez être capable de comprendre un peu plus la situation sociale de Jeanne de Brigue. Et si je vous en parle, c'est pas pour faire le sociologue du Moyen-Âge, mais c'est que cette question du statut social, de la place de chacun dans la société, est essentielle pour comprendre le destin tragique de Jeanne de Brigue. Maintenant, faut pas non plus noircir le tableau. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, les sorcières comme Jeanne ont leur place dans la société. Que ce soit pour ses connaissances sur les plantes, ou même ses dons de voyance, Jeanne était extrêmement sollicitée, et pas que par les gueux. La bourgeoisie, la noblesse, et même l'église n'hésitaient pas à la contacter. Pour tout vous dire, certains parcouraient jusqu'à 60 km simplement pour faire appel au service de Jeanne. Même à la cour du roi, son nom circule. Et même si ses connaissances pouvaient effectivement en effrayer certains, notamment l'Église, la très grande majorité la considérait presque comme un service public. Le petit Jean est malade, pas de problème, on va voir Jeanne, elle va nous donner un breuvage et Jean sera sur pied pour retourner au champ dès demain matin. Génial! Idem, on a perdu un objet, on va voir Jeanne qui va nous retrouver ça en 2 temps 3 mouvements. C'était d'ailleurs sa spécialité. Elle est connue comme la devineresse de la région, c'est-à-dire une personne qui prétend pouvoir retrouver des objets perdus ou volés. Pour que vous compreniez bien jusqu'où ça allait, certains voleurs préféraient rapporter leur butin directement à Jeanne en la suppliant de ne pas les dénoncer. Et si vous voulez des exemples concrets, des anecdotes, il y a cette histoire de la tasse en argent dérobée dans une auberge parisienne.
Le patron était persuadé que sa femme avait fait le coup, mais Jeanne démasqua la véritable voleuse, une employée, ainsi que le lieu où la tasse était cachée. Et où la tasse fut effectivement retrouvée. Alors, mise en scène, tromperie, ou véritable explication surnaturelle, difficile de trancher, mais cette histoire et bien d'autres n'ont cessé d'apporter du crédit au talent de Jeanne de Brigg. Même ceux qui voient son influence d'un mauvais œil, à commencer par l'Église, ne vont pas se faire prier très longtemps pour la solliciter. Le curé de Guérard, par exemple, va faire appel à Jeanne. Il vient de se faire voler une forte somme d'argent et une croix en or de son église. Alors, sorcière ou pas, si Jeanne peut retrouver le magot, pourquoi se priver? D'ailleurs, je vous laisse imaginer la panique du voleur quand il a appris que c'est Jeanne, la devineresse, qui était sur ses traces. Et une fois de plus, le voleur décida de rendre de lui-même la croix avant que les indications de Jeanne n'attirent les autorités jusqu'à lui. Autant du côté du curé de Guérard, la nouvelle est plutôt bien accueillie, autant au niveau des autorités religieuses, c'est une autre histoire. Pour l'évêque de Meaux, Jeanne fait un peu trop d'ombre à l'église. Certains fidèles préfèrent se tourner davantage vers la devineresse que vers l'église et la prière. Et dans le cas de Jeanne, l'évêque de Meaux n'hésite pas à parler de pacte avec le diable, le folklore habituel. Le truc, c'est qu'à l'époque, l'église peut instituer ses propres procès. Jeanne va y être confrontée et sera condamnée à 1 année de cachot. Alors, on est d'accord que c'est déjà un acharnement, hein, mais on est quand même très loin du bûcher. Dans sa cellule, Jeanne accouchera d'ailleurs de son 2e enfant. Oui, toujours du même père, et oui, il refuse toujours de la marier. Lorsqu'elle est finalement relâchée 1 an plus tard, c'est à la seule condition de ne plus marcher sur les plates-bandes de l'église et de stopper net ses pratiques occultes. On peut le dire, c'est un gros coup de pression de la part de l'église. Mais je le répète, on est encore très loin du bûcher. Alors, comment est-ce qu'on est passé d'un simple coup de pression à la sentence de mort? Eh bien, la réponse, c'est une rencontre. C'est le moment d'introduire le 2e personnage de cette histoire, Macette. Sur de nombreux points, Macette et Jeanne se ressemblent. Macette est un peu plus jeune, mais leur parcours est similaire. Le premier gros point commun, c'est qu'elles ont toutes les deux été initiées à la forêt, à toutes les plantes et aux effets qu'elles peuvent provoquer. Cette initiation pour Macette comme pour Jeanne s'est faite par l'intermédiaire d'une marraine. Oui, je déconne pas, alors évidemment c'est pas marraine la bonne fée, mais plutôt l'équivalent d'un mentor et d'une figure affective. Le 2e point commun, c'est leur relation avec le monde de la prostitution. Et dans le cas de Macette, son passé de prostituée est bel et bien avéré. Et enfin, les 2 femmes ont des relations amoureuses, comment dire, compliquées. D'un côté, Jeanne n'arrive toujours pas à convaincre le père de ses 2 enfants de l'épouser. Et de l'autre, Macette, elle, a réussi à épouser son prince charmant, mais le rêve est en train de virer au cauchemar. Le mari de Macette, c'est Hennequin de Ruilly. Oui, l'homme qui finira par la mener au bûcher. C'est un bourgeois qui dispose de plusieurs terres, mais aussi de plusieurs auberges. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un bon parti. Macette et Hennequin vont se marier très vite, et très vite, la lune de miel va laisser la place aux joies de l'adultère. Et là, pas de jaloux, puisqu'il semblerait qu'Hennequin avait une maîtresse et un enfant illégitime, et que de son côté, Macette était également une femme volage. Bref, l'ambiance à la maison était loin d'être au beau fixe, et après 5 années à se supporter, le mépris s'est finalement transformé en violence. Et selon Macette, Hennequin la battait régulièrement, jusqu'à ce qu'il tombe gravement malade. Et à votre avis, vers qui on se tourne dans ces cas-là? Eh oui, Jeanne de Brigg. C'est Lucette, la mère d'Hennequin, qui va se rendre personnellement chez Jeanne pour lui demander son aide. Malgré son sursis, Jeanne accepte de se rendre au chevet du malade. À peine arrivée chez Hennequin, elle est discrètement prise à partie par Macette, qui lui avoue avoir jeté un sort à son mari. Et elle va même plus loin. Elle supplie Jeanne de ne pas la dénoncer et de plutôt faire porter le chapeau à la maîtresse d'Hennequin. La devineresse va accepter de couvrir Macette pour la coquette somme de 18 sous parisis en or. Une somme que Jeanne affirmera au moment de son procès n'avoir jamais reçue. Et puis, au-delà de l'argent, Jeanne, elle a une autre motivation qui la pousse à couvrir Macette.
On peut imaginer que de son point de vue, Macette, c'est une femme de plus maltraitée par les hommes. Sauf qu'elle, plutôt que de se laisser faire, elle a décidé de répliquer en usant d'envoûtement et de potions. Et d'ailleurs, j'ai la recette de l'envoûtement. Cela fait partie des détails assez lunaires que l'on peut retrouver dans les transcriptions du procès. Pour une recette d'envoûtement, vous aurez donc besoin d'une poêle en forme ronde, c'est important, de cire vierge et également de poix. Alors la poix, c'est une matière dégueulasse, collante, produite à partir de distillation de résine de bois. Et pour info, la poix est environ 230 milliards de fois plus visqueuse que l'eau. Une propriété qui a été démontrée par la plus longue expérience scientifique de l'histoire, qui se poursuit encore aujourd'hui d'ailleurs. Une goutte tombe tous les 10 ans environ. Maintenant que vous avez rassemblé tous les ingrédients, passons à la popote. Placez la poêle sur le feu, ajoutez la cire et la poix. À feu doux, remuez le tout en récitant 3 fois un Ave Maria et 3 fois un Notre Père. Puis invoquez Belzébuth. Non, je ne rigole pas, c'est bien comme ça que Macette a décrit ses enchantements pendant son interrogatoire. Ou plutôt ses séances de torture, mais ça, on va y revenir. Elle aurait également utilisé du venin de crapaud nourri au lait de femme. Alors honnêtement, je ne sais pas si cette info qu'on retrouve aussi dans le procès est véridique ou si c'est un truc monté de toutes pièces par l'accusation. Mais là, on est quand même sur le gros cliché de la sorcière. Dans le procès, il y a encore beaucoup de précisions sur les enchantements et les pratiques de sorcellerie utilisées par Macette et Jeanne. Mais ce serait vraiment trop fastidieux et peut-être même un petit peu chiant qu'on s'attarde là-dessus. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'au-delà de tout le délire mystique, il y a bien eu empoisonnement. Je vous cite le procès en vieux François. La dite Macette lui demanda si elle savoit nulle chose de quoi elle peut faire mourir son dit mari, ou qu'il fût si longuement malade qu'elle en peut faire sa volonté. Et Issel Jeanne lui dit que oui, et qu'elle fera une poudre, et que la dite Macette la meste en son manger ou en son boire. Et pour le coup, l'utilisation de poudre pour soumettre Hennequin, ce sont des faits qui ont été confessés à la fois par Jeanne et Macette avant que la torture ne soit utilisée dans le procès. En revanche, ce qu'il est important de préciser, c'est que Jeanne de Brigg va tout de même convaincre Macette d'arrêter tout enchantement sur son mari. Et grâce à ses propres connaissances, elle parviendra à remettre Hennequin sur pied. Les deux femmes vont néanmoins continuer à se voir régulièrement pour partager leurs connaissances. Et une idée va naître dans l'esprit de Jeanne. Et si Macette pouvait à son tour l'aider ? Et si parmi tous ces enchantements, l'un d'eux pouvait pousser le père de ses 2 enfants à enfin l'épouser? Et le plus fort, vous savez quoi? Eh bien, notre Macette, elle a justement ça dans sa besace. Vous ne pensez qu'à ça, au plus beau jour de votre vie. Mais sa réponse est non. Mais ça pourrait être un oui. Vous pourrez profiter d'un amour, d'une famille et d'une belle situation. Tout ça en échange de votre âme. Résultat garanti en 15 jours. Satisfait ou remboursé. Vous l'aurez deviné, on est face à une grosse publicité mensongère, et pourtant, Jeanne va appliquer à la lettre toutes les étapes de l'envoûtement de Macette. Malheureusement, ça ne va pas suffire, et Jeanne va rester désespérément seule. Mais croyez-moi, c'est bien le cadet de ses soucis, vu ce qui est sur le point de lui tomber dessus. Vous vous souvenez de Lucette, la mère d'Hennequin? Eh bien, pour elle, ça ne fait aucun doute, sa belle-fille est une sorcière. En même temps, ça expliquerait tellement de choses. Comment une jeune prostituée peut-elle, en quelques semaines, devenir la femme d'un bourgeois? Et puis, cela expliquerait également pourquoi son fils tombe malade, pile, lorsque le couple se meurt. Alors, cela peut paraître un peu paranoïaque présenté comme ça. Je veux dire, le charme de la jeune Macette a peut-être simplement suffi à expliquer leur mariage, et la maladie d'Hennequin n'est peut-être qu'un pur hasard du destin. Mais peu importe en fait. À cette époque, le mariage, la hiérarchie sociale quasiment divine, constituait le ciment de la société médiévale. Et cette idée que des envoûtements et autres sortilèges ont pu être utilisés par Macette et Jeanne pour forcer la volonté d'Hennequin et contourner les règles de la société, s'est perçu comme un véritable acte de sabotage social.
Et d'ailleurs, la mère d'Hennequin va vite être rejointe par une grande partie de la population de son village qui voit toute cette histoire d'un très mauvais œil. Et c'est là qu'il est important de faire une différence entre deux perceptions des savoirs dits occultes au Moyen-Âge. D'un côté, on a Jeanne de Brigg. Elle utilise des savoirs occultes, mais ils sont tolérés car mis au service du bien commun. Guérir, retrouver des objets, des voleurs, bref, tout ce dont on a parlé. Et puis, d'un autre côté, il y a Macette. Le même savoir occulte, mais cette fois utilisé à des fins personnelles. Et cette idée qu'un pouvoir parallèle comme les pratiques occultes puisse concurrencer l'ordre des choses, c'est terrifiant pour la société du Moyen-Âge. En plus de cette histoire de famille qui réveille des craintes et cristallise un ressentiment contre les sorcières, il y a un contexte bien particulier qui va mener Macette et Jeanne sur le banc des accusés. À cette même période, le roi Charles VI commence à avoir des crises de démence. La cour paranoïaque est persuadée que le roi est envoûté. La sorcellerie devient soudainement une menace, et le cas de Macette et Jeanne tombe exactement au moment où la justice royale est sur les dents et où elle cherche à faire un exemple. Finalement, en octobre 1390, après une plainte de la mère d'Hennequin, Jeanne de Brigg est arrêtée pour sorcellerie et conduite à la prison du Châtelet. Quelque temps plus tard, c'est au tour de Macette d'être également interpellée. Je ne veux pas vous refaire tout le procès, mais il y a plusieurs points sur lesquels il est nécessaire de s'arrêter. Déjà, ce n'est pas un procès religieux. Et c'est d'ailleurs ça qui en a fait un procès hors norme. Le 29 octobre 1390, la plus haute cour de justice décide que cette affaire concerne la justice séculaire, c'est-à-dire celle du roi, et non celle de l'Église. La sorcellerie n'est plus seulement perçue comme une erreur contre la foi, mais comme un crime public qui trouble l'ordre du royaume. Ensuite, le procès est extrêmement long pour l'époque, environ 10 mois. On y recueille les arguments religieux, ceux de la famille d'Hennequin, comme ceux des habitants de Guérard. Dites-vous que les habitants se sont présentés devant le juge avec des pièces à conviction, et notamment tous les ingrédients des envoûtements censés appartenir à Macette. Et enfin, le juge ordonne de procéder aux interrogatoires croisés des deux accusés, Jeanne et Macette. Au passage, ça, c'est la véritable tenue des juges du XIVe siècle. Et à l'époque, les interrogatoires, c'est pas vraiment good cop, bad cop. C'est plutôt bad cop, et c'est un peu torture et compagnie. Évidemment, les deux femmes ont tout avoué. Certains détails concordent dans leur récit, mais qu'on soit bien clair. Les faits relatés dans cette vidéo découlent en partie de ces tortures. Donc évidemment que certaines informations sont à prendre avec des pincettes, et notamment tout ce qui touche à la dimension religieuse du procès. La torture, c'était surtout le moment où les femmes étaient contraintes de reconnaître des liens avec les forces maléfiques, comme la convocation de démons lors des envoûtements par exemple. Au terme du procès, les deux femmes sont reconnues coupables de nigromancie, c'est-à-dire la magie noire en gros, d'apostasie, c'est-à-dire du rejet de la foi chrétienne au profit du diable, et de maléfice, ce qui correspond à l'accusation d'empoisonnement sur Hennequin de Rudy. La sentence tombe, les deux femmes sont condamnées au bûcher. Le 19 août 1391, les flammes du marché au Pourceau consument Jeanne de Brigg et Macette. Cette société médiévale, terrifiée à l'idée que des individus puissent contourner l'ordre social par des moyens parallèles, les a broyés. Fin de l'histoire ? Pas tout à fait. Jeanne et Macette ne le savaient pas, mais elles venaient d'inaugurer l'une des périodes les plus sombres de notre histoire, la grande chasse aux sorcières. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures historiques. A plus.